Bonsoir, Eman Aouno, bonsoir. Bonsoir. Oh, c'est vrai que quand on dit comme ça, c'est pas facile hein, de mettre. Ça va être bon là ce soir. Moi, je sens ça. Tu sens ça, n'est-ce pas? Ouais. Bon. Parce que c'est vrai que certainement, on a regardé pas mal de choses à la télé, à travers le cinéma, partout. Peut-être qu'on est même passé à côté de quelque chose en faisant un tour aux États-Unis. Ça, savoir qu'il y avait une main camerounaise derrière. Et quand on parle de fashion, de mode, de création, eh bien, on parle désormais aussi de Eman Aouno. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Mais avant d'entrer chez nous, il y a une question qu'on pose. On ne sait pas si Solange Béala t'a briefé. On le saura dans quelques instants. Il y a la question. C'est comment? Hein? C'est comment? Ah, il a bien été briefé. Hein? Ça dit que tu as bien été briefé et vraiment tu es entré au bon moment. Parce que quand il a répété pour la deuxième fois, on voulait y a écrit éliminé. Directement. Tu as dit un grand bonsoir à Solange. À Kiki Solange Béala. Bon, je voulais savoir, qu'est-ce qui t'a poussé à t'intéresser à la mode? Et pourquoi avoir choisi la mode? Il prend la première question, c'est ce qu'il veut dire. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'intéresser à la mode? Et pourquoi la mode? Parce qu'il y a beaucoup de choses, hein, mais tu as choisi la mode. Absolument. Alors, la mode m'a choisi. Ce n'est pas... Ah bon, c'est vrai que c'est la mode qui... Donc tu es laissé tranquille, la mode est venue te dire que je te choisis. Pourquoi la mode ne me choisit pas? Pourquoi? Parce que j'ai choisi, mon ambition était d'être un footballeur. Ah bon, au début. Tu voulais être Samuel. Exactement. Ouais, et ton fils allait faire. Beaucoup de respect à Samuel. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la mode? Samuel, c'est une autre chose. Bon, c'est une autre dimension. Mes parents ne voulaient pas que je joue au football. Et moi, j'étais un rebelle. Et j'étais décidé à jouer. Mais mon père a décidé qu'il m'envoie aux États-Unis pour aller étudier la communication et l'informatique. Mieux de toi d'abord. Ça veut dire le père était déjà bien. Que son âme se repose en paix. On veut juste l'atterrir aussi. Voilà. Mais donc, je suis arrivé là-bas et les premiers 2 ans, je ne comprenais pas vraiment où j'allais avec ce que je faisais à l'école. C'est comme si on m'a juste mis quelque part et tu fais ça. Surtout que tu étais francophone. Non, je suis né au Cameroun. Il est né ici. C'est ce que je dis, francophone, tu arrives d'abord aux États-Unis. D'abord, l'anglais peut d'abord te demander. Est-ce que l'anglais l'a pas dérangé, je pense? Ça un peu? L'anglais, c'est ma première langue. C'est sa première langue, l'anglais. C'est ce que je voulais dire. Eman Aouno. L'anglais, c'est ma première langue. D'accord. J'ai juste eu le privilège de grandir avec beaucoup d'amis francophones. Donc, voilà, c'est ça que j'ai grandi à Bastos, à Yaoundé. Voilà, quand tu es à Bastos, ben oui. Tous mes amis il y avait tous les francophones autour de nous, donc c'est comme ça en grandissant, on a un peu comme nous quand on va aussi du côté du nord-ouest, sud-ouest, dès qu'on reste longtemps. Exactement. Voilà. Ben oui, c'est comme ça. Ouais. Bon, alors tu arrives aux États-Unis, tu es là pour communication, informatique et tout ça, mais ça va pas, tu sens pas le truc. Non. Qu'est-ce que tu fais ensuite? C'est bon, en ce temps aussi, comme un jeune garçon aux États-Unis en train de jouer la vie, on sortit dans les boîtes de nuit, tout ça. Donc j'avais toujours une passion de m'habiller un peu différent. Ah bon, qu'est-ce que tu portais, dis-nous? Tu portais quoi? En ce temps-là? Oui. Non, c'était ma marque. Bon, c'était ma marque, il n'y avait pas de nom encore. Oui, d'accord, on est d'accord, on veut comprendre. Il n'y avait pas de nom encore, donc mais je faisais des costumes en personnel. Ah, d'accord. Tu prends un costume et tu le, comment on appelle, customises? Je le customise et il y avait d'autres aussi que j'allais de créer. Tu dessinais carrément? Wow. Donc c'est là où je faisais ça et chaque fois que j'allais en boîte, donc, les gens s'aimaient trop ça, on prenait les photos. Qui fait ça? Tu as acheté où? C'est ça? Oui, exactement. C'est comme ça que j'ai rencontré un des grands stars, un rappeur, on l'appelle Wally. Et c'est comme ça que, avant qu'il ne devienne grand. Ah oui, c'était avant qu'il ne soit autant connu. Mais il était déjà presque, c'était peut-être 2 ans, il a pris après ça. Ah d'accord. Mais il était déjà dans la scène quand même, il montait l'échelle. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés un jour dans une boîte. Et il a vu ma chemise et j'avais un jacket que j'avais customisé. Il m'a demandé, excusez-moi s'il vous plaît, quelle est cette marque que vous portez? J'ai dit que ça c'est ma marque personnelle. Il dit quoi? Il dit il dit combien ça coûte? J'ai dit 600. Mais ça m'a coûté $600, ça m'a coûté comme 50 dollars pour faire ça tout. Mais il m'a donné l'argent sur place. Quoi? J'ai dit mais c'est ça. J'ai dit mais si c'est ça et en plus
comme on était tous dans la scène de... Oui. C'est comme ça que ça a commencé. Il a pris mon numéro et c'est comme ça que j'ai commencé à avoir des références. On m'a appelé pour faire les vidéos comme directeur créatif pour beaucoup de vidéos avec des Gucci Mane, tout. Et c'est pas comme ça que... Ça, c'est quelle année tout ça? 2002. 2002 à peu près? Ouais, 2002, 2003. Ouais. À ce moment-là, John Mathis ne savait même pas comment on écrit son non, vrai nom. mais c'est Comment ça, il savait? C'est énorme. Oui, j'ai la deuxième question et quand on a la deuxième question, on ne peut pas savourer. Alors, bon, tu as parlé de Wally, de Maybach Music. Ouais. Moi, j'ai vu en image 50 Cent, Oprah Winfrey, Common. Ouais. Mais comment on fait pour s'imposer aux États-Unis de la sorte et traîner avec les plus grands? Alors qu'on sait que le marché américain, dans tous les domaines, est à la fois fermé et compétitif. Extrêmement compétitif. Très, très vrai. Et surtout à New York. C'est ça, à New York, carrément, c'est la capitale de la mode. Que tout styliste veut accomplir, même les stylistes européens. Oui. Si tu n'es pas établi à New York, ton nom n'est pas établi à New York, c'est comme si tu n'as pas de succès. Ouais. Tu fais New York Fashion Week, comme ma soeur Kibonen a fait. Kibonen. On lui dit un grand On lui fait un Salut à coucou à Kibonen. Kibonen. Ma personne. Et moi, c'est mon amie, je la connais d'il y a 20 ans au Bien de vous, Canada. donc vous connaissez une fois. Oui, c'est vrai. Elle est laquelle, pourquoi je suis au Cameroun. On va parler de ça aussi beaucoup. Oui, après. oui. Alors, comme il disait, comment tu as réussi à t'imposer là-bas sur cette Donc, scène de la mode? En ce temps, j'ai rencontré mon cousin Oui. qui s'appelle Joseph Wembe. On le salue aussi. C'était un grand génie, un grand créateur camerounais. Oui. Joseph Wembe, lui, c'est l'un des plus grands dessinateurs, artistes à New York City. Ah, d'accord. Ouais, donc il a voyagé quand il avait 10 ans. Donc moi, je suis venu après. D'accord. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et lui aussi, il venait de quitter de l'école des arts le plus meilleur aux États-Unis. Aux États-Unis. Ouais. Donc, il est sorti de l'école des arts. Oui, une des plus grandes écoles des arts. Ouais. D'accord. Ouais, Donc tu l'as rencontré. Ouais, on s'est rencontrés à la maison un jour. C'était une nouvelle année. Comme les fêtes de nouvelle année, on se rencontrait toujours en famille. Oui. Entre Camerounais. Entre Camerounais, ouais. Oui. Et donc, c'est comme ça qu'il m'a vu, qu'il me regarde, mais ton style là, c'est comment? Je dis que c'est moi qui crée ça. Il dit, hein? Hey! Il dit, mais bon, c'est à New York aussi, j'ai des trucs, des lignes de vêtements. Et il était déjà. Il avait déjà fait un stage avec un grand nom aussi un peu avant de quitter l'école. Et c'est là où on a dit que il faut que tu viennes à New York, on se réunisse et on commence on crée une compagnie. Et c'est ce que vous avez fait? C'est comme ça que ça a commencé et ce n'était pas facile franchement. C'est ça. Justement, c'était quoi les difficultés? Là où l'histoire commence alors. La vraie histoire, elle commence là. Voilà. Comment ça se passe? Tu as rencontré ton cousin. Il est déjà un peu avancé. Il est l'un des meilleurs dessinateurs de la place à New York. Vous décidez ensemble de mettre en place une société. Comment ça se passe ensuite? Et quand on a acheté Intricate Concepts, c'était le nom de la société et c'est par là comme lui, il avait eu à travailler avec le temps là avec Fat Farm. On venait d'installer Fat Farm et qui appartient à Russell Simmons. Et il était stagiaire là-bas et on voulait qu'on le paye $13 pour le garder là-bas. Il a dit mais pourquoi est-ce que je vais faire $13 quand je peux créer $13 par jour? Par heure. Par heure. Non, il faut toujours demander. Aux États-Unis, on paye par heure. Aux États-Unis, on paye par heure. Sauf si tu es salarié, qu'on peut te payer peut-être fin du mois. Sinon, on te paye par heure. Mais là, c'est à la tâche. À la tâche maintenant. C'est ça par heure. $13. Donc, c'est là où, dans nous tous, mais ce qu'il y avait dans nous tous, et Ray aussi, Raymond, c'est notre partenaire, on a un ressentiment qu'on a été né pour accomplir quelque chose de grand et faire un impact. C'était d'abord ce qui nous poussait. Vous avez une volonté, vous croyez en vous, vous avez foi en vous, et vous vouliez faire quelque chose de grand. Exactement. Donc, des jeunes personnes à New York City, on partage une chambre. Il n'y avait pas, des fois, à manger, ce n'était pas facile. Hein. Donc, vous aviez une chambre à New York, vous ne mangez pas facilement. Il fallait chercher pour avoir quelque chose. Absolument, parce qu'au début, on a appris des projets. Et c'est pas commencé on a pris d'abord Fat Farm, qui mon cousin était parce qu'il a très bien travaillé là-bas. Et la personne qui était directeur créatif en ce temps à Fat Farm, c'est là où il a dit qu'on a parlé de voir que donnez-nous un projet. Ah voilà, donnez-nous un projet, on va vous montrer ce qu'on sait faire. On vous montre ce qu'on peut faire. Voilà. On nous a donné un projet et d'après le projet là, c'est comme ça que. En fait, vous avez bien réalisé le projet avec toute la peine possible, mais vous avez bien fait le projet. C'était quoi le projet? Bon, c'était pour faire une collection pour toute une année. Oui. Une année comme il y a les saisons
Oui, oui, la saison d'été, hiver, tout ça. Voilà, Voilà, donc on nous dit, bon, Allez. notre travail, c'est qu'ils nous payent pour réfléchir pour eux. Ah, d'accord. Et quand vous réfléchissez pour eux, ce n'est pas votre marque. Votre société n'apparaît nulle part. C'est leur marque. C'est leur marque. Donc, il y a des noms que je ne pouvais pas appeler parce qu'on a des... Oui, bien sûr, des contrats. Oui, des confidentialités que tu ne peux pas dire. En musique aussi, ça se passe. Hein. C'est important qu'on le sache. Hein. Feu Tom Yoms le faisait pour la section jazz de Sony à l'époque. Voilà. Wow. Ah oui, tu crées des musiques, mais elles ne t'appartiennent pas. C'est comme ça qu'on a pu commencer. Donc, on a pris les premiers projets et c'est comme ça qu'on a commencé, on est revenu. Donc, tu peux même dessiner, sortir peut-être 300 idées. Tu reviens et prendre peut-être 5 pour devoir repartir encore travailler. Encore. Donc, c'était pas facile. Mais on était déterminés, on avait la détermination et on savait qu'on avait ce qu'il faut. Donc, c'est ce premier contrat qui vous permet d'avoir au moins quelque chose. Au moins quelque chose aussi. Et après ça, maintenant, ils ont dit, et ça a bien vendu. Ah, d'accord. Il y a eu du résultat à la chaîne, quoi. C'est-à-dire que non seulement on vous paye parce que vous avez bien créé, mais en plus, ce sont des modèles qui passent bien sur le marché. Absolument. Donc, on nous payait pour faire, et pas de mettre, ils font des centaines de millions. Oui. Et nous, on a un petit... C'est souvent comme ça. C'est comme ça, non? Au pays des aveugles, les bonnes sont rois. Exactement. C'est comme ça. Mais ce qui était sûr, c'est qu'il fallait toujours... Alors, tout à l'heure, on a parlé de Kibonen, parce que là, il a déjà répondu aux 2 questions qui suivent. Tu es le mentor de la jeune styliste camerounaise, on l'a vu là à l'écran, Kibonen Mfi, installée depuis quelques années aux États-Unis. Elle a su donner au tissu du Nord-Ouest, le Togu, c'est ça? Le Togu, une visibilité extraordinaire. Absolument. Et comment ça s'est passé? Est-ce que tu as vécu son ascension, son évolution? Absolument. Moi, j'étais là à ses débuts, ça s'appelait Kirette Couture. Elles étaient 2 en plus. Elles étaient 2 et elles faisaient... On l'avait reçu ici à l'occasion justement du lancement. Ouais, donc c'était Kibonen et moi, on se connaît maintenant, ça fait après 9 ans. Oui. 9 ans ou 10 ans. 10 ans. Donc c'est en ce temps, directement après Kirette, quand elle a commencé, elle est maintenant solo. Seule, oui, seule à son compte. C'est là où elle est venue à New York et elle a commencé à faire certaines choses et ça n'a pas pris. Parce que New York, ce n'est pas une ville, comme Jay-Z dit, if you can make it in New York, c'était même les Camerounais qui sont à New York, tu leur demandais que New York, là, c'est comment c'est très dur de s'installer, de s'imposer à New York. Et c'est ça que nous a donné, parce que même on est les seuls Africains à avoir un bureau même qui est à New York City. Ouais. Au cœur de New York. Voilà, le bureau de Jay-Z, c'est comme 3 minutes de marche de chez moi. Ouais. Bureau, donc, tu n'es pas n'importe qui, hein? Donc... Tu finis comme ça, on parle nous. Où partez où? À New York. Comment ça? You can bring me to New York, my friend. Alors raconte-nous ta rencontre avec Kibonen. C'est comme ça, on était en train de célébrer. On était en train de célébrer notre 12e anniversaire comme les stylistes, le fantôme de notre compagnie. Et apparemment, comme elle était à New York et les choses ont essayé de s'avancer, ça ne marchait pas. Et c'est une cité que si tu ne connais pas vraiment quelqu'un qui te tient la main et qui te... tu peux pas manger la peau de tes yeux. C'est comme on dit comme chez nous. Et c'est vrai. Et c'est là où apparemment elle cherchait maintenant les Camerounais qui font dans la mode. Oui. Et c'est comme ça qu'elle a mis mon nom sur Google et mon nom est sorti. Et c'est comme ça qu'elle m'a contacté maintenant sur Facebook. Et c'est là où je lui ai dit qu'on avait l'événement à New York. Je lui ai dit qu'elle peut venir m'inviter là-bas. Et c'est là où, la première fois qu'elle est venue, et on s'est vu, on s'est salué. Et on a passé la soirée avec d'autres personnalités, grandes personnalités. Et le lendemain, je lui ai dit qu'elle vient au bureau. Vous savez, c'est même passé la soirée comme ça. On a passé la soirée, Vous n'avez rien fait. Non, c'est pas ça. Nous, on devait voir quand même le Kibonen. Le Kibonen Mfi, s'il vous plaît, pendant qu'on en parle, parce que c'est une belle histoire. Une très belle histoire. Et je tiens à préciser que quand même, Lupita fait partie des ambassadeurs de ce qu'elle nous fait comme beauté vestimentaire, sincèrement. C'est unique, hein. Kibonen Mfi, s'il vous plaît, on peut la voir aussi pendant qu'on en parle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Et donc, c'est là où je lui ai dit que viens me voir au bureau demain et on va causer. Et c'est comme ça qu'elle est arrivée. On a passé, je crois, j'ai dépassé tout le monde n'a pas le temps. On a passé 6 heures et c'est là où elle m'a expliqué son histoire et ce qui
ça n'allait pas. Oui. Ça n'allait pas. Et j'ai dit que c'est le temps que tu es camerounaise et tu es ici à New York et on est ici, tu vas réussir. On va te tenir la main et ça va aller. Et on va pousser. Et c'est comme ça que j'ai commencé à l'instruire à comment aller. Et c'est un truc que je dois faire. Et en plus ça, c'est qui est la force de nous tous. Je l'avais dit le jour-là. Et je dis ça à beaucoup de personnes, et les jeunes personnes qui sont des entrepreneurs, qui aspirent à accomplir de grands trucs. Oui. Donc pour accomplir de grands trucs, il faut une fondation solide, spirituelle. Une relation personnelle avec Dieu. Avec Dieu, d'accord. Très, très important. Et je l'avais dit ça. Je dis que tu peux avoir du talent, tu peux avoir tout, mais dans un environnement comme New York, qu'on est là, saturé avec des créateurs de tout style, il te faut aussi la grâce de Dieu. Ouais. Il te faut la grâce de Dieu. Et il te faut ce qu'on appelle souvent la chance. Hein. Ce qu'on appelle souvent la chance. La grâce de Dieu. Des fois on l'a et on appelle ça la chance. Mais c'est la grâce de Dieu. Et c'est du travail dur, très très dur. Et c'est ça que Dieu bénit aussi parce qu'il voit le sacrifice que tu mets. Parce que ce n'est pas n'importe quel sacrifice qu'on a mis pour être en cette position. Et c'est comme ça que on a commencé, et je l'ai commencé à instruire et à éduquer à ce qu'il devait faire. Il a dit de rentrer à l'école et faire ça. Et donc, même quand ça n'allait pas, c'était mauvais. Elle m'appelle, elle dit que Iman, hey, c'est grave. Je vais laisser tout tomber là, parce que vraiment ça ne va plus. Là, tu n'es pas nulle part. Tu vas rester la cour. Et c'est comme ça que, par la grâce de Dieu, elle a subi jusqu'à la fin de cours. Et est sorti le premier Camerounais à montrer à Mercedes-Benz Fashion Week. Mercedes-Benz Fashion Week, ce n'est pas n'importe qui monte là-bas. Oui. C'est là où tous j'avais les invités, moi-même, je portais là-bas dans tous comme vous avez vu. Mais d'après toi, qu'est-ce qui a vraiment touché les gens dans ce qu'elle propose, celle à qui tu as tenu la main? Bon, sa résilience, sa passion. Oui. Et elle avait l'esprit d'un guerrier comme moi. Je dis que non, toi, tu es prêt. Ouais. Et elle était déterminée. J'allais te dire, Joyce, vraiment, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, les tissus du Nord-Ouest, le Togo et tout ça. Bon, ça paraît, il y a plein de gens qui crient avec ça, mais à l'époque, elle était l'une des premières qui utilise ce tissu-là pour l'exporter. Et c'est là que je l'avais dit qu'il faut utiliser, parce que je l'avais dit que tu ne peux pas faire ce que je... Moi, mon style, mon ligne de vêtements fort français, c'est plus contemporain. Oui, tout à fait. C'est un chemin différent. Mais pourquoi ce que tu fais, tu dois prendre ce truc-là et moderniser ça de quelque chose que quelqu'un, un styliste blanche peut prendre, est porteur, et elle est chic, élégant et classe. Et ça maintient toujours l'héritage de tes racines. De tes racines, c'est ça. C'est là où ton secret est. Et c'est là où tu dois faire. C'est comme ça que vous avez vu tout ce qui a commencé là. Oh, mais c'est bien. Alors, pour revenir un peu ici, moi j'ai une question. Quand tu regardes un petit peu l'évolution des créateurs de mode, des stylistes, modélistes camerounais, parce qu'il y en a, ça devient vraiment aussi un métier reconnu ici. Oui. Donc, ceux d'aujourd'hui au Cameroun, quel commentaire te vient à l'esprit? Parce que là, en quelques jours, même, je présume que tu t'es quand même intéressé un peu à ce qui se passe. Bon, tu vois, d'abord, je salue tous les créateurs camerounais qui regardent, je vous encourage. C'est un métier qui est très, très compliqué. C'est un métier que, comme je dis, pour moi, le succès, c'est quand tu peux manger de ton métier et ta créativité. Et c'est un truc, même aux États-Unis, il y a beaucoup de stylistes qui ne vraiment, ils essayent, mais nous, on a eu l'honneur de créer, vendre dans plus de 300 boutiques et on a compris le marché et tout ça. Donc, mais tes études en communication t'ont aidé un peu? Bon, un peu. L'informatique plus. Et même la communication aussi, parce que maintenant, j'avais devoir prendre les réunions avec certaines personnalités pour causer par rapport au contrat. Donc, toutes choses que tu étudies dans la vie, donc je ne conseille aucune personne de quitter l'école. L'école est très importante. J'ai juste eu la grâce de m'en sortir, mais je ne conseille jamais à la personne de quitter l'école. Il faut étudier, en même temps suivre ce que ta passion est. Tu cherches ta passion, tu cherches le truc que tu sais que tu pourras faire même pour gratuite. C'est les choses là qui te mangent dans le corps, que tu sais que non, ça ne peut pas vivre. Mais prends l'école sérieux parce que tu auras besoin de ça après. Mais oui, pour développer ta passion après, il faut l'école. Absolument. Ben oui. Absolument. Et l'école, c'est pas fait pour si les enfants sont à la maison en train de nous écouter, qu'ils comprennent. Alors, tu n'as pas répondu à sa question. Comment tu trouves alors ce milieu aujourd'hui, l'évolution de la couture, le stylisme, le modélisme ici?
Bon, pour moi, en venant au Cameroun, j'ai découvert des stylistes. Il manque beaucoup. Parce que quand je regarde, j'ai la vision de voir les produits camerounais dans les très grandes boutiques américaines en Europe. Il n'y a pas, comme tu vois, tu m'as fabriqué en Europe, fabriqué en ça, mais quand je regarde dans la créativité ici, je vois beaucoup de talent. Oui, mais ça reste rien qu'ici. Mais ça reste rien qu'ici, ça ne s'ouvre pas. Ça reste rien qu'ici. Et pourtant, il y a des très grands marchés dehors. Mais pour connaître ce marché, ça prend aussi l'humilité de suivre certaines personnes aussi qui ont accompli ça, de les suivre et voir et même approcher. Et c'est un problème que j'ai eu ici et j'ai causé avec Ibon toujours, que la plupart des personnes qui m'ont rencontré, peut-être d'autant peur de me parler, parce qu'ils ont peur que peut-être je vais... Les rafales. Les rafales. Bon, ce n'est pas, je ne suis pas sûr, parce que mon père m'a bien élevé, mais personne ne me dit, mais qu'est-ce qui t'a... Quel était ton secret? Comment tu as fait pour que... Moi, je n'entends pas ça. On me demande seulement, je veux une opportunité pour faire ça. Ah, d'accord, il y a une différence. C'est ça. C'est très si tu me demandes ça, je ne peux pas t'aider. Et tu résumes bien notre mentalité. C'est en fait ça. Au lieu de chercher comment tu as fait pour arriver là où tu es, on dit seulement amène-moi là-bas. Amène-moi là-bas. Et même pas de... oui, mais je ne m'amène plus là-bas. Non, pourquoi on peut dire là parce que ce n'est pas pour le style. On peut dire que c'est autre chose. C'est pas autre chose. Donc, on va gérer ça. On va gérer ça. Alors, tu vas lancer... Tu as dit devant tout le monde. S'il te plaît, Eman, tu vas lancer au Cameroun un projet dénommé Cameroon Clothing Company. C'est quoi exactement? Bon, Cameroon Clothing Company, il faut que vous sachiez aussi l'histoire sur ça. Et ça explique beaucoup de choses derrière ça. Parce que personnellement, j'étais en Afrique pour faire d'autres choses même. Et d'autres projets même. Et c'est là où, comme ma soeur Kibonen, qui a toujours eu la passion pour le Cameroun. Et j'étais à présent, parce que je viens juste de perdre mon père, j'ai l'intérêt aussi. Donc toute ma famille était là aux États-Unis pour l'intérêt et j'avais le plan pour quitter et rentrer et partir parce que j'étais un peu perdu parce que je ne voyais pas certaines personnes. En tant que créatif, pour qu'on se connecte, pour faire les trucs qu'on voulait faire. Et c'est là où Kibonen m'a appelé. Un jour, quand j'avais le palu, parce que j'avais appelé mon président, que va pas mon passeport pour parler, mais le palu m'a appris. Oui. C'est comme ça que Thibault m'appelle. Je dis que mais. Je ramasse un même vidéo, il évoque le Cameroun, il dit que hey, c'est quoi? Il me dit, tu sais, ce qu'on parlait là, je crois que le temps est arrivé. Est venu, pour qu'on fasse ça. Et il y a les trucs nécessaires qui sont faits et ça ne va pas aller sans quelqu'un comme toi. Et c'est là où, c'est comme ça, elle m'a dit que bon, viens à Bouya. Je me trouvais à Bouya. Le lendemain, je suis allé à Bouya. Et c'est là où elle m'a expliqué ce qui s'est passé et le projet. Et j'ai dit que bon, voilà, Dieu est en train de travailler. Donc, vraiment, il est temps que nous, on revienne au Cameroun. C'est quoi le projet exact? Vous allez faire quoi? Made in Cameroun by Cameroon Clothing Company. Bon, le but de Made in Cameroon Company, c'est d'abord éduquer, inspirer la créativité et élever la production des produits camerounais à haut niveau pour être vendu internationalement. C'est-à-dire que vous formez, vous coachez des stylistes, modélistes qui sont très locaux, qui restent là, et vous leur apportez la touche qui pourrait leur permettre d'aller plus loin et de vendre ailleurs. Absolument. Donc, comme tu parles souvent, comme il y a des personnes que moi, personnellement, j'aime Hugo Boss. Et quand je porte un veste Hugo Boss, il y a les détails dedans que je regarde. C'est le même truc par mon expérience qu'on amène maintenant pour commencer à produire des tenues. Parce qu'on a des tenues qui viennent de dehors, de certaines places. Pourtant, on a un marché et tout ce qui est nécessaire pour faire nos tenues. Et on est fiers que ça sorte d'ici. Les tenues, toutes sortes de tenues. Et en plus de toutes sortes de vêtements sportifs et médicaux. Donc, on sera en train de travailler. On vient juste d'avoir un défilé de mode dimanche. C'est très bien passé. Très bien passé. Et c'était... Il y avait une très bonne réponse par rapport à ça. C'est juste le temps pour qu'on établit quelque chose, un système, un écosystème de production et de la créativité où vente, exportation, tout. Exactement. Que tout ça déroule comme ça, comme on voit nous. Je dis à mon frère Eman, regarde-moi un peu. On a un peu les mêmes corpulences. Tu n'as pas un Hugo Boss que tu as laissé à la maison là.
Parce que... Alors, on a une question d'un Écoute, téléspectateur. Bon, c'est un constat ou c'est un petit, Ta part c'est un ne peut petit pas me message, suffire. Eman. Il s'appelle Tom Honest Legend DB. Mon parrain, force à toi encore, manager, c'est jamais pareil. Eman Aworo, plusieurs se sont toujours jugés de ta part, ont t'ont jugé par ton apparence, mais oubliant qu'elle est trompeuse. Force à toi encore, parrain. Donc c'est un de tes fidèles qui écrit là. C'est vrai. Et même son apparence, je veux dire, il correspond tout à fait à Oui, un créatif, non? Alors il y a Simon Pierre Onana, c'est comment? comme, tout n'est S'il pas vous plaît, gonflé, j'aimerais hein. savoir comment organisait-il sa vie professionnelle aux États-Unis et quelles ont été ses différentes collaborations de ce côté-là? Tu peux répondre, demander encore. Oui, comment est-ce que tu as organisé ta vie professionnelle aux États-Unis? Comment tu t'es organisé sur le plan professionnel? Et quelles ont été tes collaborations? Tu as collaboré avec qui? Tu as fait des choses pour qui? Salut Simon, et merci pour la question. Et, c'était pour... Je devais me mettre dans une position où je me voyais toujours, je pense toujours au futur. Ouais. Je regarde toujours 5 ans, 10 ans en avant. Plus tard. Donc je ne fais pas les trucs pour juste pour le présent, pour là, le présent ça, et le moment. Ça n'a jamais été notre style. Et donc quand je regarde 5 ans, 10 ans, je vois que bon, comment est-ce que je veux faire pour soutenir et rester dans ce métier, parce que ça fait plus de presque 14 ans qu'on est dedans, 15 ans. Et d'abord, premièrement, il y a la discipline. La discipline, d'accord. La discipline. La rigueur, la discipline. La discipline, voilà. surtout dans une ville comme New York City, qui est vraiment une ville de très grande débauche et toutes sortes de trucs qui peuvent te dérouter. Tu es dérouté. Non. Et, voilà. Tu peux acheter l'habit pour porter, tu arrives là-bas, tu filmes plutôt. Exactement. Tu flambes, tu rentres. Tu dis, Même non, mais même donc la discipline. discipline, le travail dur et garder le bon entourage. Oui, l'environnement est très important. Très important. De t'associer avec des gens qui ont accompli ce que tu as déjà accompli, des gens positifs. Parce que pour arriver, comme on dit, pour devenir milliardaire, tu dois être millionnaire. Il faut t'associer avec les milliardaires. Pour voir comment ils ont fait. Parce que si tu t'associes avec les milliardaires, avec les 10 millionnaires, tu deviens millionnaire. avec les 10 milliards, d'abord, automatiquement. les gens qui ont que les 10 000, les derniers agents. Exactement. Les 10 milliards. Tu as arrêté. Et en plus, comme je dis toujours, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu est très importante. C'est le début même de la sagesse. Le début même de la sagesse. Comme le début de la sagesse. On est en compagnie des Madaouno. Et là maintenant c'est le hic de Callaghan. Voilà. Donc lui il est là pour nous donner tout ce qui est hic, il en parle. Hic. Il parle. C'est tout de suite. Il parle. Voilà.